Au cœur de la corne de l'Afrique se trouve un pays à part, une terre dont l'histoire remonte aux origines mêmes de l'humanité. L'Éthiopie n'est pas seulement un État africain moderne, elle est l'une des plus anciennes civilisations continues du monde. Ici, dans la vallée du Rift, ont été découverts certains des plus anciens fossiles humains connus, témoins de nos origines communes. Des siècles plus tard, un puissant royaume, celui d'Aksum, s'imposait comme l'une des plus grandes puissances du monde antique, aux côtés de Rome et de la Perse. L'Éthiopie adopta le christianisme dès le IVe siècle, développant une identité religieuse et culturelle unique, préservée à travers les siècles. Jamais colonisée durablement, elle demeure un symbole d'indépendance sur le continent africain, entre hauts plateaux majestueux, églises creusées dans la roche et traditions millénaires. L'Éthiopie incarne un héritage exceptionnel. Aujourd'hui, sur Reflet d'ailleurs, je vous propose d'explorer ce magnifique pays, de ses origines préhistoriques à son rôle contemporain en Afrique. L'histoire de l'Éthiopie commence bien avant l'apparition des royaumes et des empires. Elle débute il y a plusieurs millions d'années, au cœur de la vallée du Rift, une immense fracture géologique qui traverse l'Afrique de l'Est. Cette région, façonnée par une intense activité tectonique, a joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'espèce humaine. En 1974, dans la région de l'Afar, une équipe internationale de paléoanthropologues met au jour un fossile exceptionnel, le squelette partiel d'une femelle Australopithèque vieille d'environ 3,2 millions d'années. Elle sera surnommée Lucy. Cette découverte constitue un tournant majeur dans la compréhension de l'évolution humaine. Lucy appartient à l'espèce Australopithecus afarensis. Elle marche déjà debout, bien avant l'apparition du genre Homo. Les recherches menées en Éthiopie ont également permis de découvrir d'autres fossiles majeurs, confirmant que cette région fut l'un des principaux foyers de l'hominisation. Le sol éthiopien conserve ainsi les traces des premières étapes de notre histoire biologique. Mais l'importance de l'Éthiopie ne se limite pas à la préhistoire. Au fil des millénaires, ces hauts plateaux verront émerger des sociétés organisées, des réseaux commerciaux et bientôt l'un des royaumes les plus puissants du monde antique. À partir du premier millénaire avant notre ère, les hauts plateaux du nord de l'actuelle Éthiopie ont émergé des sociétés structurées, tournées vers le commerce et les échanges. C'est dans ce contexte qu'apparaît, vers le 1er siècle de notre ère, le royaume d'Aksum. Situé stratégiquement entre l'Afrique intérieure et la mer Rouge, Aksum devient rapidement un carrefour commercial majeur. Ses navires commercent avec l'Empire romain, la péninsule arabique et jusqu'à l'Inde. Ivoire, or, encens,
et esclaves transitent par ses ports. Entre le IIIe et le VIe siècle, le royaume atteint son apogée. Il frappe sa propre monnaie, privilège rare dans le monde antique, affirmant ainsi sa puissance économique et politique. Les impressionnantes stèles d'Aksum, monolithes de granit pouvant atteindre plus de 20 mètres de hauteur, témoignent encore aujourd'hui de cette grandeur. Mais l'un des tournants majeurs de l'histoire éthiopienne survient au IVe siècle. Sous le règne du roi Exana, Aksum adopte officiellement le christianisme. L'Éthiopie devient ainsi l'un des premiers États chrétiens au monde, quelques décennies seulement après l'Empire romain. Cette conversion marque profondément l'identité du pays. Elle façonne son art, son architecture, sa littérature et sa vision du monde pour les siècles à venir. À partir du 7e siècle, le déclin progressif des routes commerciales maritimes affaiblit le royaume. Aksum perd peu à peu son influence, mais son héritage demeure. Il pose les fondations d'une tradition politique et religieuse qui perdurera à travers les dynasties suivantes. Après le déclin du royaume d'Aksum au 7e siècle, le centre du pouvoir éthiopien se déplace progressivement vers les hauts plateaux intérieurs. Loin des routes maritimes devenues instables, une nouvelle organisation politique émerge. À partir du XIIe siècle, la dynastie Zagwe prend le pouvoir. C'est sous son règne que l'un des ensembles architecturaux les plus remarquables du monde médiéval voit le jour, les églises de Lalibela. Le roi, Gébré Meskel Lalibela, qui règne à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, entretient la construction d'un complexe religieux unique. 11 églises sont creusées directement dans la roche volcanique, taillées du sommet vers le sol, puis sculptées intérieurement. Ces édifices ne sont pas bâtis pierre après pierre, ils sont extraits d'un seul bloc. L'ensemble forme un véritable Jérusalem africaine, conçu comme un lieu de pèlerinage pour les fidèles qui ne pouvaient se rendre en Terre Sainte. Lalibela devient ainsi un centre spirituel majeur du christianisme éthiopien. Au XIIIe siècle, la dynastie salomonienne reprend le pouvoir, affirmant descendre du roi Salomon et de la reine de Saba. Une tradition profondément ancrée dans l'imaginaire national. Cette continuité monarchique renforce le lien entre pouvoir politique et autorité religieuse. Pendant des siècles, l'Éthiopie médiévale développe une culture chrétienne originale, une liturgie en langue gaise, des manuscrits richement enluminés, une iconographie singulière et une architecture adaptée au relief montagneux. Malgré les conflits régionaux et les pressions extérieures, le royaume conserve son indépendance et son identité. À la fin du Moyen Âge, l'Éthiopie s'impose comme un État chrétien structuré, solidement enraciné dans ses traditions. Mais les siècles suivants vont confronter le royaume à de nombreux défis. Guerres, rivalités religieuses et ambitions impériales venues d'Europe et du monde ottoman. Le XVIe siècle marque l'une des périodes les plus critiques de l'histoire éthiopienne. Le royaume chrétien, affaibli par des rivalités internes, doit faire face à une offensive majeure venue de l'Est.
En 1529, l'imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, surnommé Ahmed Grani, lance une campagne militaire depuis le sultanat d'Adal. Soutenus par des armes à feu ottomanes, ces groupes infligent de lourdes défaites aux forces éthiopiennes. De nombreuses églises et centres religieux sont détruits. Le royaume semble au bord de l'effondrement. Face à cette menace, l'empereur éthiopien sollicite l'aide du Portugal, puissance maritime catholique engagée dans l'océan Indien. En 1541, un contingent portugais arrive pour soutenir les troupes éthiopiennes. Après plusieurs années de combat, Ahmad Grani est finalement vaincu en 1543. Le royaume survit, mais profondément affaibli. Ces guerres bouleversent durablement l'équilibre religieux et politique de la région. Elles accélèrent les mouvements de population et modifient la carte démographique du pays. Malgré ces épreuves, l'Éthiopie parvint à préserver son indépendance et son identité. Au cours des siècles suivants, le pouvoir impérial se ressent progressivement, préparant l'entrée du pays dans l'époque moderne. Au XIXe siècle, alors que les puissances européennes se partagent le continent africain, l'Éthiopie demeure l'un des rares États indépendants. Sous le règne de l'empereur Ménélique II, le pays entreprend une modernisation progressive de son administration et de son armée. En 1896, lors de la bataille d'Adoua, les forces éthiopiennes infligent une défaite décisive à l'armée italienne. Cette victoire fait de l'Éthiopie un symbole de résistance face à la colonisation européenne. Toutefois, en 1935, l'Italie fasciste de Benito Mussolini envahit à nouveau le pays. L'empereur Haïlé Sélassié est contraint à l'exil. L'occupation italienne dure 5 ans, jusqu'à la libération du pays en 1941, avec le soutien des forces alliées. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Éthiopie poursuit son processus de modernisation. Addis Abeba devient un centre diplomatique majeur du continent. En 1963, la ville accueille la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Mais en 1974, une révolution met fin à la monarchie. Un régime militaire marxiste, connu sous le nom de Derg, prend le pouvoir. Les années suivantes sont marquées par des réformes radicales, des conflits internes et une grave famine dans les années 1980. En 1991, la chute du régime ouvre une nouvelle phase politique.
L'Éthiopie devient une république fédérale, composée de régions fondées en grande partie sur des identités ethniques. Aujourd'hui, le pays connaît une croissance rapide, mais reste confronté à d'importants défis politiques et sociaux. Malgré les tensions contemporaines, l'Éthiopie conserve son rôle central en Afrique de l'Est, forte d'une histoire exceptionnelle et d'une identité profondément enracinée. Au-delà de ces événements politiques et militaires, l'Éthiopie se distingue par une identité culturelle d'une remarquable continuité. Le pays compte aujourd'hui plus de 80 groupes ethniques, chacun possédant sa langue, ses traditions et ses pratiques sociales. La langue officielle, l'amharique, s'écrit dans un alphabet unique appelé Ge'ez, issu d'une ancienne langue liturgique encore utilisée par l'Église orthodoxe éthiopienne. Ce système d'écriture, propre à l'Éthiopie, constitue l'un des rares alphabets autochtones encore en usage en Afrique. La religion occupe une place centrale dans la société. Le christianisme orthodoxe, introduit au IVe siècle, structure le calendrier, les fêtes et la vie quotidienne de millions de fidèles. Les célébrations religieuses, marquées par des processions, des chants et des vêtements blancs traditionnels, témoignent d'une foi profondément enracinée. L'islam est également présent depuis les débuts de son histoire, faisant de l'Éthiopie un espace ancien de coexistence religieuse. La culture éthiopienne se manifeste aussi à travers la musique, la danse et la gastronomie. Le café, originaire des hauts plateaux éthiopiens, fait l'objet d'une cérémonie codifiée qui symbolise l'hospitalité et le respect. La cuisine, dominée par l'injera, une galette à base de teff, se partage traditionnellement dans un grand plat commun, renforçant les liens sociaux. Enfin, les paysages eux-mêmes ont façonné la culture du pays. Les hauts plateaux ont favorisé des communautés agricoles sédentaires, tandis que certaines régions arides ont vu se développer des sociétés pastorales aux traditions distinctes. À travers cette diversité linguistique, religieuse et culturelle, l'Éthiopie révèle une identité fondée non sur l'uniformité, mais sur la coexistence d'identités multiples. De la vallée du Rift au haut plateau du Nord, des stèles d'Aksum aux églises d'Alibela, des guerres du XVIe siècle aux défis contemporains, l'Éthiopie traverse l'histoire avec une singularité rare. Berceau de l'humanité, ancien empire du monde antique, royaume chrétien millénaire, symbole de résistance face à la colonisation, elle incarne une continuité exceptionnelle. Peu de nations peuvent revendiquer une mémoire aussi ancienne, aussi dense et pourtant toujours vivante. Aujourd'hui encore, l'Éthiopie demeure un carrefour culturel et politique majeur en Afrique de l'Est, forte d'un héritage qui façonne son présent et éclaire son avenir. Explorer l'Éthiopie, c'est remonter aux origines de notre histoire commune. C'est comprendre qu'au-delà des frontières et des époques, certaines terres portent en elles la mémoire du monde.
La semaine prochaine, nous quitterons les hauts plateaux d'Afrique pour rejoindre une autre terre de caractère, le sud de la France. Nous partirons à la découverte des mythiques chevaux blancs de Camargue, symbole de liberté et d'équilibre entre l'homme et la nature. Une nouvelle immersion, au cœur d'un territoire façonné par l'eau, le vent et les traditions. Merci d'avoir voyagé avec moi. On se retrouve très bientôt pour d'autres reflets, ailleurs.